le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mercredi 25 mai 2022. Troisième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel, l'équipe championne, Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. à Jacques Mel, aux États-Unis. Une adolescente de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et au moins un enseignant. Un drame qui replonge le pays dans un cauchemar chronique. Joe Biden exhortant un sursaut pour réguler les armes à feu. Voici un reportage signé Euronews. Nouvelle scène d'horreur aux États-Unis où un tireur a abattu une vingtaine de personnes, dont au moins 19 enfants, dans une école primaire ce mardi. La tuerie a eu lieu à Uvalde, au Texas, près de la frontière mexicaine. Ce drame intervient seulement 10 jours après la tuerie de Buffalo dans l'État de New York, où un suprémaciste blanc avait ouvert le feu dans un supermarché, tuant 10 Afro-Américains. Le tireur était Salvador Romas, un jeune homme de 18 ans qui résidait à Uvalde, a déclaré le gouverneur du Texas. On pense qu'il a abandonné son véhicule et est entré dans l'école primaire Robb avec une arme de poing. Et il est possible qu'il ait également eu un fusil. À peine rentré de sa tournée en Asie, Joe Biden a tenu à réagir. Le président américain a une nouvelle fois fustigé le lobby des armes à feu. Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage? Pourquoi continuons-nous à laisser cela se produire? Au nom de Dieu, où est notre colonne vertébrale pour avoir le courage d'y faire face et de tenir tête au lobby? Il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, chaque citoyen de ce pays. Nous devons faire comprendre à tous les élus de ce pays qu'il est temps d'agir. Dimanche, c'est dans le métro de New York qu'une fusillade avait éclaté, faisant une victime, un homme de 48 ans qui se rendait à un brunch. Le principal suspect a été arrêté ce mardi. Andrew Abdullah, 25 ans, devrait être inculpé pour la mort de Daniel Henriquez. Zoom sur Haïti, une série d'articles du New York Times publiés ce week-end remet en lumière la tragique histoire de l'indépendance d'Haïti, la dette astronomique que le pays a dû payer à la France au XIXe siècle, un sujet un peu exploité par la classe politique haïtienne. Les précisions de Constant Meheux, journaliste au New York Times, sur France 24. C'est un petit pays qui concentre beaucoup de malheurs, d'ordre naturel tout d'abord, des séismes, des inondations à répétition. Haïti est également confronté à une classe politique parfois autoritaire, parfois corrompue. À cela s'ajoute une pauvreté et une insécurité qui fait que l'île se retrouve aux mains des groupes armés. On se demande parfois si Haïti n'est pas frappé par une malédiction. L'explication est peut-être plus terre à terre. Dans une série exceptionnelle, le New York Times publie une enquête sur l'histoire de la dette haïtienne et explique comment, notamment, Haïti a été obligé de payer pour obtenir son indépendance de la part de la France. On en parle avec vous, Constant Meheux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes journaliste au New York Times et vous avez donc participé à cette incroyable série, un long travail qui a duré plus d'un an, je crois. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Haïti et à l'histoire de sa dette ? Bon, écoutez, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a une collègue qui s'appelle Catherine Porter, qui connaît bien Haïti, qui a fait beaucoup de reportages là-bas, et qui, à chaque fois qu'elle allait sur place, se demandait mais comment se fait-il que ce pays est aussi pauvre? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système de métro? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'égout qui fonctionne? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système d'éducation publique solide? Et petit à petit, elle a entendu parler de cette histoire, cette fameuse dette de l'indépendance, qui est aussi une des raisons, en plus de celle que vous venez d'évoquer, mais qui est une raison qui, elle, a été complètement
complètement oubliée. Et donc on a voulu revenir justement sur cette histoire de la dette d'indépendance, de voir comment est-ce que cette dette qui est unique, qui est un cas unique dans l'histoire, où un pays où les anciens esclaves vont finalement payer des compensations à leurs anciens maîtres, a finalement aidé à faire rentrer Haïti dans un cycle d'endettement perpétuel, infernal, selon certains historiens, et donc a impacté son développement économique. Alors tout commence 20 ans après l'indépendance d'Haïti. Le roi Charles X lance un ultimatum à la population. C'est soit la guerre, soit la bourse. Les Haïtiens vont devoir payer l'équivalent de 150 millions de francs à leur ancien maître. On verra que ça sera beaucoup plus au final. 150 millions, c'est colossal pour le budget d'Haïti à l'époque. Alors à l'époque, c'est colossal. On a quelques estimations du PIB d'Haïti en 1825 et ces estimations donnent un PIB à 50 millions. Donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs, le premier paiement, puisque c'était 150 millions qui devait à l'origine être payé en 5 annuités, rien que le premier paiement représentait 6 fois les revenus publics du pays en 1825. Donc Haïti tout simplement ne peut pas payer. Et donc Haïti va être forcé de faire la seule chose qu'il peut faire pour payer, pour honorer sa dette, c'est d'aller emprunter auprès de banques françaises dès 1825. Ce qu'on appelle la double dette. Exactement, voilà. C'est ce qui va former la double dette, l'indemnité aux anciens esclavagistes français et le premier emprunt qui est contracté justement pour financer, aider à financer le début de cette indemnité. Et au total, vous estimez qu'Haïti a payé à la France 560 millions de dollars, une somme qui a été détournée et qui aurait pu servir au développement de l'île. Exactement. 560 millions de dollars en tant que tel, c'est une somme qui reflète assez mal l'impact, je dirais, économique sur le développement d'Haïti. C'est très peu comparé par exemple au PIB d'Haïti actuellement qui est de 14,5 milliards de dollars. En revanche, il faut voir ce que ces 560 millions de dollars auraient pu permettre en termes de développement économique. Et donc on a travaillé avec 15 économistes là-dessus pour estimer qu'est-ce que seraient devenues ces sommes si elles étaient restées en Haïti. On est arrivé à une fourchette en termes de coût d'opportunité économique qui est entre 21 milliards de dollars et 115 milliards de dollars, c'est-à-dire entre 1 fois et 8 fois le PIB d'Haïti en 2020. 115 milliards de dollars, ça veut dire entre les ronds. C'était Franz Meheux, le journaliste au New York Times, sur France 24. Un article qui livrait la chronique sur les réseaux sociaux. Direction le Congo, dans le Nyiragongo, ils sont des milliers à fuir les affrontements survenus mardi entre les FARD et les rebelles du M23. Voici un reportage signé Africa News. Dans le Nyiragongo, en RDC, ils sont des milliers à avoir fui les affrontements survenus ce mardi entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Alors que les groupements de Buhumba et de Kibumba se vident de leurs habitants résolus à se réfugier à Rougari plus au nord, d'autres se dirigent vers les localités de Kibati et Muningi, situées à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous sommes des déplacés. Nous fuyons les affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui. Cette situation nous fait peur. C'est pourquoi nous partons à Kibati, près de Goma. J'aimerais dire à notre président, Félix Tshisekedi, que nous sommes fatigués de la guerre. Il doit chercher une solution pour nous libérer de cette situation. La société civile locale affirme que ces attaques sont l'œuvre des rebelles du M23 qui provenaient de la frontière avec le Rwanda avant de se diriger vers le village de Buhumba, un point stratégique puisque proche de la ville de Goma. On peut confirmer sans avoir peur d'être contredit que c'est le Rwanda qui soutient les M23 pour le moment parce que les M23 avaient été défaits et ils n'auraient plus la force de venir attaquer nos voisins FARDC. Ces affrontements surviennent un jour après que le Rwanda a accusé les FARDC d'avoir lancé des bombes en direction de son territoire. Le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a dénoncé une dramatisation de la situation. Direction l'Afghanistan. Selon l'ONU, la moitié de la population afghane souffre aujourd'hui de la faim. Après le départ des Américains et des Alliés, le pays déjà sous perfusion a sombré dans une crise économique alimentaire, renforcée par la sécheresse. Pour les familles qui vivent avec rien, il faut parfois se résoudre à l'impensable, vendre ses enfants. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. De Kaboul, le marché est plutôt animé. C'est le jour de l'Aïd,
une des plus grandes fêtes religieuses ici, qui marque la fin du mois de Ramadan. Mais cette année, l'ambiance est particulièrement morose. Rares sont ceux qui pourront s'offrir un grand festin. On vivait mieux sous l'ancien gouvernement. La situation économique était bonne. Mes fruits secs se vendaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui, même le jour de l'Aïd. Le chômage est très élevé, tout est trop cher. 1 kilo d'amande coûte l'équivalent de 11 $. Comment voulez-vous que les gens pauvres puissent se le permettre? Avant la prise de pouvoir des talibans, l'Afghanistan comptait 5000 entreprises. Depuis, 2000 d'entre elles ont fermé leurs portes, laissant des milliers de personnes au chômage et affamées. Plus de la moitié de la population est menacée par la famine. Des distributions de nourriture ont lieu chaque jour dans la capitale afghane. Il faut se lever très tôt le matin pour recevoir du pain ou un sac de farine et de l'huile envoyés ici par le gouvernement chinois ou là par l'Arabie saoudite. Personne n'entend notre détresse. Nos enfants sont en train de mourir de faim, on n'a rien à manger. Je viens ici pour la première fois, j'ai besoin d'aide. Pour survivre, certaines familles en viennent à commettre l'impensable. Une équipe de France 2 se rend dans ce camp perdu, au milieu de la montagne afghane, et rencontre la jeune Amina, 10 ans. Elle a été vendue environ 2300 $ à un homme de 30 ans il y a 3 mois. J'ai vendu ma fille à cause de la famine et de la pauvreté. Je devais beaucoup d'argent, plus de 2000 $ à des gens. Je vais partir bientôt. Et quand la journaliste lui demande ce qu'elle ressent, c'est parce que nos enfants meurent de faim. Je n'ai pas d'autre choix. les histoires ici sont plus terribles les unes que les autres. En 1 an, la vente d'enfants aurait doublé. L'Afghanistan vit un désastre humanitaire. Il y a urgence, mais le monde entier a oublié Kaboul, se désole le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés. Toute l'attention du monde aujourd'hui est tournée vers l'Ukraine, y compris d'ailleurs celle de mon organisation. Vous savez, les humanitaires font leur travail comme ils le peuvent, mais ensuite, il faut capter l'attention politique pour que les conflits soient résolus et pour que la paix soit durable et non pas temporaire. Dans le même temps, la situation sécuritaire se détériore. Plusieurs attentats à la bombe, depuis des mois, revendiqués par l'État islamique, ciblent la minorité chiite, comme ici, dans cette mosquée de Kaboul. Nous étions en train de prier dehors et soudain, il y a eu l'explosion au 2e étage et les victimes ont été projetées. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Nous les avons portés à l'hôpital. L'Émirat islamique devrait assurer notre sécurité et empêcher les attaques dans les mosquées et les écoles. Ces dernières semaines, un autre front s'est rallumé. Défait il y a quelques mois par les talibans dans le Panjshir, le Front national de résistance du fils du commandant Massoud a lancé de nouvelles offensives contre les talibans dans plusieurs provinces du Nord, affirmant avoir repris une partie de son ancien bastion. Direction la Russie, ce 25 mai, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, prend part à la réception organisée à la résidence du ministère russe des Affaires étrangères pour les chefs des missions diplomatiques des pays africains accrédités en Russie à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Écoutons un extrait de cette déclaration. La possibilité d'écouter la traduction. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas le russe, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui le connaissent très bien parce qu'ils ont fait leurs études dans notre pays. Merci beaucoup encore une fois. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour commémorer la journée de l'Afrique qui symbolise la bonne volonté des peuples africains et leur lutte pour la liberté et l'indépendance. Notre pays a joué un rôle leader dans le processus de décolonisation et le renforcement des résultats de ce processus validé par l'ONU. Malheureusement, certains parmi ces décisions sont toujours sabotées par des ex-métropolies et nous sommes solidaires avec vos réclamations relatives
à la mise à fin de l'Afrique des restes du patrimoine de colonisation. Maintenant, j'aimerais vous faire part du message du président de notre État au chef des missions diplomatiques. Mesdames et messieurs, j'aimerais faire part des félicitations les plus chaleureuses à l'occasion de la journée de l'Afrique qui symbolise l'aspiration de votre continent vers l'indépendance, la paix et la prospérité. Cette année, nous félicitons le 20e transformation de l'Organisation de l'unanimité africaine en Union africaine et cet événement a symbolisé la sortie de la structure panafricaine au niveau supérieur, au niveau qualité, sur le plan social, économique et dans d'autres sphères. Pendant les 2 décennies précédentes, les États africains en commun et grâce à leurs efforts, ont réussi à atteindre beaucoup de choses. Ils ont mis en place des réactions collectives aux crises locales. De façon consécutive, on avance les processus d'intégration sous différents formats. L'Afrique bénéficie de l'autorité en croissance sur l'arène mondiale et joue un rôle plus important dans les résolutions des problèmes de l'agenda international. Notre pays a toujours attaché une importance particulière au développement des relations amicales avec nos partenaires africains. Fini cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Boston, à Jacmel, pardon. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température sur Boston, 70 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui. Ça donne 21 degrés Celsius. Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Roubins, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.